Tu as sûrement déjà entendu des gens te dire que le café était bon pour la santé, qu'il avait de nombreuses vertus pour notre corps et qu'on avait des bénéfices à en consommer tous les jours. À l'opposé, il y a sûrement d'autres gens qui t'ont dit que le café c'était un poison, qu'il était mauvais pour la santé et qu'il ne fallait surtout pas en boire parce que ça avait des effets délétères sur ta santé. Alors du coup, tu ne sais plus qui croire. Est-ce que le café est bon pour la santé ou est-ce qu'il est mauvais pour la santé? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo en tentant de démystifier toutes les croyances qu'il y a autour du café. Tu m'as demandé de te faire cette vidéo, alors je l'ai faite. Salut, c'est Christophe! Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du café et surtout, on va répondre à la question: le café est-il mauvais pour la santé? Le café est considéré comme la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau et il y a plus de 2 adultes sur 3 sur la planète qui consomment du café. Chaque jour, ce serait plus de 2,5 milliards de tasses de café qui seraient avalées. Ça fait beaucoup, hein? Pour la petite anecdote, la consommation de café nous viendrait d'une chèvre éthiopienne, ou plutôt du berger, qui avait constaté que ces animaux étaient plus dynamiques une fois qu'ils avaient mangé le petit fruit du caféier. D'ailleurs, à ton avis, quel est le premier pays producteur de café au monde? Je te laisse quelques secondes pour écrire ta réponse en commentaire et je te donnerai la réponse à la fin de cette vidéo. Bon, passons maintenant au vif du sujet. Alors, le café est-il bon ou mauvais pour la santé? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses que tu devrais savoir sur le café pour comprendre l'impact qu'il a sur ta santé. Premièrement, les bienfaits du café. Alors oui, le café a des effets positifs sur la santé. D'abord, il faut savoir que chaque graine de café torréfié contient plus de 800 molécules différentes. Alors, on ne les connaît pas encore toutes, mais certaines d'entre elles contribuent à la saveur et au goût du café, et d'autres vont contribuer à l'effet sur le corps, comme les vitamines, les minéraux, les antioxydants dont le fameux polyphénol, et bien sûr la caféine qui est la molécule phare présente dans le café. D'ailleurs, c'est la torréfaction des graines de café qui vont libérer et délivrer ces molécules. La caféine va agir favorablement sur notre capacité d'attention, notre concentration, mais aussi nos performances intellectuelles. On se sent boosté, plus concentré, plus réveillé, on a les idées plus claires et on a plus envie de travailler, donc on a plus de motivation. Dans une étude publiée dans la revue Nature Neurosciences, des chercheurs de l'université Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis ont montré que la caféine avait des effets stimulants sur la mémoire. Pour faire cette étude, ils ont recruté 73 cobayes à qui ils avaient montré une série d'images. À la suite de ce visionnage, ils ont donné à la moitié de ce groupe de personnes l'équivalent de 200 mg de caféine, ça fait à peu près 2 tasses de café. Et au deuxième groupe, on leur a donné une boisson placebo. Ensuite, le lendemain, on leur a fait revisionner des images. Parmi ces images, certaines étaient identiques à celles observées la veille, d'autres étaient complètement nouvelles, et d'autres étaient un peu plus fourbes, c'est-à-dire qu'elles étaient presque identiques, mais on avait modifié quelques détails. Les deux groupes ont été capables d'identifier les images qui existaient déjà la veille, et les nouvelles images qui n'existaient pas. Par contre, le groupe qui avait consommé de la caféine avait beaucoup plus facilement identifié les différences qu'il y avait dans les images similaires. Ce que nous montre cette étude, donc, c'est que la caféine a la capacité d'améliorer la mémoire, au moins sur une durée de 24 heures. Le café peut aussi aider contre la douleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en trouve dans certains médicaments antidouleurs. Les sportifs le consomment d'ailleurs avant un effort, parce que ça aide à prévenir la douleur musculaire. Ou alors, il y en a qui le prennent après l'effort, pour limiter l'apparition de courbatures. D'ailleurs, moi-même, quand je pratiquais la course à pied en compétition, je buvais toujours une tasse de café avant le départ. Alors comment ça marche? En fait, le café, grâce à ses antioxydants, va lutter contre les inflammations, et c'est souvent ces inflammations qui sont à l'origine des douleurs. Le café serait également un antidépresseur. En effet, une étude menée sur plus de 50 000 personnes par le nutritionniste Alberto Ascario de l'école de santé publique de Harvard montre que les personnes qui boivent 2 à 3 tasses de café par jour avaient beaucoup moins de risques de tomber en dépression que les personnes qui prennent 1 tasse ou moins de café par jour. En effet, la caféine agit à long terme sur les récepteurs du cerveau responsables de l'humeur. Mais attention, d'après cette même étude, le déca ne servirait strictement à rien et trop de café par contre augmenterait les risques d'anxiété. Pour souligner un autre bienfait du café, une autre équipe de chercheurs américains a montré que la consommation régulière mais modérée du café contribuait à la diminution de la protéine Tau. Cette protéine serait à l'origine de la maladie d'Alzheimer, ce qui présupposerait que le café aurait un effet protecteur contre l'apparition d'Alzheimer. C'est bien joli de parler de tous les bienfaits du café, mais malheureusement le café a aussi d'autres effets négatifs sur notre corps et notre santé. En effet,
Les risques d'un surdosage de café seraient l'insomnie, le manque de concentration, le manque d'attention, une irritabilité et l'augmentation du rythme cardiaque, parmi tant d'autres. Après, tout le monde va réagir différemment à la consommation du café. En effet, certaines personnes vont éliminer beaucoup plus rapidement que d'autres le café et pourront donc boire plus de café avant d'arriver à ces effets de surdosage entre guillemets. D'autres facteurs vont impacter l'effet que le café va avoir sur notre corps, comme l'âge, le mode de vie, la pratique ou non d'une activité physique, notre alimentation et surtout la fréquence à laquelle on va consommer le café. Pour la petite anecdote, Bach, Beethoven ou Voltaire étaient connus pour boire plus de 40 à 50 tasses de café par jour, sans que ça ait eu visiblement un impact sur leur santé. Ensuite, la consommation excessive du café abîmerait le tube digestif et pourrait provoquer des ulcères et autres irritations de l'intestin ou de l'estomac. Et comme je le disais tout à l'heure, boire trop de café amènerait de l'irritabilité et de l'anxiété, qui sont deux états émotionnels nocifs pour les organes du système digestif. Le café a aussi un effet laxatif. Ça peut être embêtant à certains moments. En effet, les molécules contenues dans le café provoquent la contraction péristaltisme de l'intestin et c'est ça qui nous donne envie d'aller aux toilettes après un petit café. Le café bu en grande quantité a également un effet diurétique. Le problème de ça, c'est que ça apporte la déshydratation du corps. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui boivent du café le lendemain de fête pour lutter contre la gueule de bois. Et en fait, ça va empirer l'état, parce que la gueule de bois, c'est déjà un état de déshydratation à cause de l'effet diurétique de l'alcool. Et si on rajoute du café par-dessus, ça empire les choses. L'idéal reste de bien s'hydrater à tout moment. Un autre point négatif du café, c'est qu'il contient de l'acide chlorogénique, et cet acide va empêcher le corps d'assimiler le fer. Et c'est embêtant, par exemple, si tu bois du café en même temps qu'un repas, que tu es en train de manger un bon steak de bœuf riche en fer, et malheureusement, ça va t'empêcher d'assimiler le fer contenu dans la viande, ce qui serait dommage pour la santé. Par contre, rien ne t'empêche de prendre ton café à la fin du repas, parce que là, au contraire, il sera intéressant. Il va augmenter ce qu'on appelle la contraction biliaire, et cette sécrétion de la bile va aider à la dégradation des lipides, et donc on va mieux digérer. Mais rassure-toi, la plupart de ces effets négatifs n'apparaissent qu'au-delà d'une consommation excessive du café. Alors tu vas me dire, quelle est la valeur de cette consommation excessive? Plus de 10 000 études sur le café parues ces 15 dernières années ont été comparées à travers de ce qu'on appelle une méta-analyse, et il en est ressorti que la dose à ne pas dépasser serait de 400 mg de caféine par jour. Ce serait à partir de cette dose que les effets négatifs de la caféine viendraient supplanter les effets positifs. Alors 400 mg de caféine, c'est quoi? Ça représente à peu près 4 à 5 tasses de café filtre ou 6 à 7 expresso. Parce que oui, en effet, en fonction de la manière dont tu prépares ton café, la quantité de caféine à l'intérieur serait différente. Par exemple, si tu prends une tasse de 15 centilitres de café filtre, par exemple, il y aurait 115 mg de caféine à l'intérieur. Si tu prends la même quantité de café expresso, il n'y a plus que 80 g de caféine. Et si tu prends la même quantité de café turc, tu sais, ce café très épais qu'on fabrique par décoction, il y a plus de 160 mg de caféine. La variété du café joue aussi sur la quantité de caféine, parce qu'en effet, le Robusta contient 2 fois plus de caféine que la Arabica. Donc si tu bois du Robusta, il faudra en boire 2 fois moins que si tu buvais de l'Arabica par exemple. Cette quantité est à répartir sur toute la journée. L'idée c'est pas de boire 10 tasses de café d'un coup, mais de l'étaler au fur et à mesure de la journée. Il faut partir du principe que le foie élimine une tasse de café à peu près en 2 heures à 2 heures et demie. Petite recommandation pour les femmes enceintes, il est conseillé de ne pas dépasser 2 tasses de café par jour, c'est-à-dire 200 mg de caféine, pour éviter les risques sur la grossesse. Alors attention, dans cette limite journalière, il faut aussi prendre en compte les autres aliments qui contiennent du café. Par exemple, le thé, il en contient, les boissons énergisantes, par exemple dans une canette de Red Bull, il y a 80 mg de caféine, c'est-à-dire autant qu'une tasse de café expresso. Il y a aussi le chocolat noir, les sodas au cola, certains médicaments, et même le café décaféiné peut contenir jusqu'à 4 mg de caféine pour une tasse. Je fais une petite parenthèse pour comparer la caféine contenue dans le thé et le café. Dans le café, la caféine est dite biodisponible, c'est-à-dire qu'il sera assimilé très rapidement par le corps, contrairement à la caféine contenue dans le thé, sera assimilée beaucoup plus lentement à cause des tanins présents dans le thé. Du coup, dans le thé, la caféine a un effet moins énergisant mais qui va durer plus longtemps, alors que la caféine présente dans le café aura un effet plus boostant mais qui va durer moins longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui, moi je suis un grand adepte du thé, ça fait plusieurs années que je ne bois plus une tasse de café. Je vais maintenant parler du 4e point, à savoir quel est le moment idéal dans la journée pour boire son café. L'armée américaine s'est posé la question de à quel moment de la journée les soldats devraient boire leur café pour optimiser l'impact de la caféine sur leur corps.
parce que les soldats qui partent en mission sur le terrain ont des grosses dettes de sommeil. Et donc l'armée américaine s'est demandé comment augmenter la vigilance de leurs soldats en utilisant du café. Et ils ont développé un algorithme pour trouver la meilleure heure, le meilleur moment de la journée où on devrait consommer le café. Et il en est sorti que cette plage serait de 9h30 à 11h30 le matin et de 14h à 17h l'après-midi. Alors pourquoi pas avant 9h30 du matin, tu vas me dire, parce que tout le monde se prend son café au réveil? Eh bien parce qu'il se trouve que notre corps, au réveil, sécrète du cortisol, c'est l'hormone du stress, et donc là on a un pic de cortisol à ce moment de la journée qui nous donne plus de vigilance déjà naturellement. Donc techniquement, on n'a pas besoin de rajouter de la caféine pour augmenter cet effet. Par contre, vers 9h30, on a observé que le taux de cortisol dans le sang diminuait. Donc là, c'est intéressant de prendre de la caféine pour prendre un peu le relais et retrouver sa vigilance. En prenant son café pendant ces créneaux horaires, on améliorait ses performances intellectuelles, donc une meilleure attention, une meilleure écoute, plus de concentration et même plus d'empathie. Bon, ces résultats n'interdisent absolument pas de prendre un café au réveil le matin, c'est juste que pour optimiser l'utilisation de la caféine sur le corps, c'est mieux de respecter ces créneaux. Autre conseil, il faudrait éviter de boire du café dans les 6 heures qui précèdent le coucher. Premièrement parce que du coup ça vient retarder notre endormissement, donc forcément ça limite la durée de la nuit. Mais également la caféine vient inhiber l'action de la mélatonine, qui est connue comme l'hormone du sommeil. Et c'est cette hormone qui va venir apporter un sommeil profond et réparateur. Donc le café pris trop tardivement aurait un impact négatif sur la qualité de notre sommeil. Et maintenant je vais te parler du 5e point, à savoir l'accoutumance. Bon, d'abord rassure-toi, le café n'est pas identifié comme étant une drogue, mais en effet le corps peut s'habituer à l'effet de la caféine, c'est-à-dire qu'il a de moins en moins d'impact sur nous quand on en boit beaucoup trop, et ce qui fait qu'on doit en boire toujours plus, et c'est ce qui m'était arrivé, c'est pour ça que je me suis arrêté de boire du café. Mais c'est tout à fait réversible, parce qu'en diminuant sa quantité de café peu à peu, normalement en quelques jours, voire quelques semaines, on réaugmente sa sensibilité au café. Et il a été observé que la consommation régulière de caféine peut créer une dépendance physique. Tu as peut-être déjà ressenti toi-même cet effet en arrêtant brusquement la consommation de produits à base de caféine. Donc tu te retrouves dans un état d'irritabilité, il y a de la fatigue qui apparaît et tu te retrouves avec un gros mal de crâne persistant. Ces symptômes se manifestent généralement 18h à 24h après la dernière prise de caféine, mais ils finissent par se dissiper graduellement au bout d'une semaine en général. Maintenant, je vais répondre à la question que je t'avais posée au début de cette vidéo, à savoir quel est le premier pays à produire du café dans le monde. Eh bien, il s'agit du Brésil, qui produit aujourd'hui plus de 33% du café mondial. Ensuite, c'est le Vietnam, qui assure 16% de la production mondiale, et il est suivi par l'Indonésie avec 8% de la production mondiale. Pour rester dans les chiffres, il faut savoir que les Français consomment en moyenne 5,4 kg de café par personne et par an, ce qui nous classe à la 19e position des pays les plus consommateurs de café au monde, le premier pays étant la Finlande avec plus de 12 kg de café par habitant et par an. C'est peut-être parce qu'il fait froid chez eux qu'ils boivent beaucoup de café. Pour résumer tout ça, non, le café n'est pas mauvais pour la santé, à condition de le boire de manière raisonnable et surtout de respecter les doses qui sont acceptées par ton corps. Donc à toi d'être à l'écoute de ton corps pour savoir si tu as dépassé ta dose et peut-être trouver une alternative en buvant soit du thé, soit en diluant ton café, soit en prenant moins par jour. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce bleu. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Va voir aussi mes autres vidéos en cliquant sur les petites vignettes qui apparaissent. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao!